En 48 heures, un pacte a déplacé les lignes. Le 28 décembre 2025, la signature annoncée avec la Russie, impliquant 47 pays africains, se présente comme une rupture. Défense, financement, transfert de technologie et une promesse de souveraineté plus affirmée. Que change concrètement cette séquence pour la sécurité et le développement si Ibrahim Traoré devient l'un des visages les plus visibles de ce basculement diplomatique? Les premières heures sont décrites comme déjà tangibles et c'est précisément là que se loge l'enjeu. Comprendre ce qui est affirmé, ce qui est promis et ce que cela pourrait imposer ensuite. Cette analyse s'engage sur une promesse simple: clarifier ce que recouvre réellement ce pacte présenté comme historique au-delà du récit politique et des formules de rupture. L'enjeu central tient en peu de mots: souveraineté accrue, marge de décision élargie et redéfinition des partenariats extérieurs. Mais derrière cette promesse, les implications sont multiples et parfois contradictoires. Il s'agit d'examiner ce que cette alliance signifie pour les États signataires, pour leurs économies, pour leur capacité de défense et pour leur position dans les équilibres internationaux. Le cas du Burkina Faso, souvent mis en avant à travers la figure d'Ibrahim Traoré, sert ici de point d'entrée, non comme exception, mais comme indicateur d'une dynamique plus large. La question clé n'est donc pas seulement de savoir si l'Afrique gagne en autonomie, mais à quelles conditions, avec quels nouveaux engagements et face à quels risques potentiels. Ce cadre permet d'aborder la suite sans présumer des résultats, en distinguant les faits décrits, les promesses formulées et les conséquences encore ouvertes. En moins de 2 jours après l'annonce, des effets présentés comme immédiats sont mis en avant. Des livraisons de systèmes de défense sont décrites comme ayant atteint plusieurs capitales africaines, tandis qu'un transfert financier massif, chiffré à des milliards de dollars, est attribué à des partenaires asiatiques au bénéfice de structures continentales. Ces éléments, tels qu'ils sont rapportés, constituent le cœur du récit de rupture. Un point mérite d'être souligné: la nouveauté tient moins à l'existence d'accords qu'à leur synchronisation revendiquée. Défense, finance et technologie seraient activées presque simultanément, donnant l'image d'un basculement accéléré plutôt que d'un processus graduel. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut replacer cette séquence dans un contexte plus long. Depuis des décennies, de nombreux États africains ont structuré leurs partenariats extérieurs autour de conditionnalités politiques, sécuritaires ou économiques imposées de l'extérieur. Le pacte évoqué se présente explicitement comme une alternative à ce modèle en insistant sur la notion de coopération entre partenaires se déclarant égaux. Dans ce cadre narratif, Ibrahim Traoré est fréquemment cité comme l'un des symboles de cette inflexion, non parce qu'il serait le seul acteur concerné, mais parce que son discours sur l'autodétermination et la souveraineté s'aligne avec les objectifs affichés du pacte. Le contexte géopolitique global compte également. La montée d'un monde multipolaire, la rivalité entre blocs et la recherche d'alliés hors des sphères traditionnelles expliquent en partie pourquoi une telle alliance est présentée comme crédible et stratégique. Les références répétées à la défense aérienne, aux formations militaires et aux investissements industriels servent à matérialiser cette ambition. Cependant, il s'agit encore d'un récit à ses débuts. Les annonces décrivent des capacités potentielles et des engagements déclarés plus que des résultats consolidés. La question centrale devient alors la suivante: ces premiers éléments relèvent-ils d'un changement structurel durable ou d'une phase initiale dont l'ampleur réelle ne pourra être évaluée qu'avec le temps? Pour donner chair à cette séquence, le récit s'appuie sur quelques figures mises en avant comme repères politiques. Parmi elles, Ibrahim Traoré apparaît régulièrement comme un point de convergence symbolique, non pour résumer à lui seul la dynamique,
mais pour illustrer la posture revendiquée par plusieurs États signataires. Son positionnement est présenté comme ferme, assumant une rupture avec les cadres d'alliance antérieurs et mettant en avant la notion de décision souveraine. Les impacts d'idylles précoces sont décrits à travers des exemples concrets, souvent courts et ciblés. D'un côté, le renforcement sécuritaire est évoqué comme une réponse immédiate à des menaces persistantes, internes ou transfrontalières. La promesse d'équipements avancés et de formation accélérée sert ici à montrer une capacité d'action rapide censée rassurer des gouvernements confrontés à des pressions multiples. De l'autre côté, l'angle économique se manifeste par l'annonce de flux financiers et de projets d'infrastructures, présentés comme des leviers pour réduire des dépendances anciennes. Ces premiers effets, tels qu'ils sont rapportés, fonctionnent surtout comme des signaux. Ils ne constituent là pas encore des transformations structurelles, mais ils alimentent un sentiment de bascule possible. Dans le cas du Burkina Faso, par exemple, le discours met en avant l'idée d'un État qui ne subit plus les conditions extérieures, mais choisit ses partenaires en fonction d'intérêts déclarés convergents. L'impact réel de ces signaux reste toutefois limité par le temps court. Ils indiquent une direction, sans encore prouver la solidité du chemin. Autrement dit, l'essentiel tient en une formule simple. La crédibilité du pacte se jouera moins sur l'annonce que sur la continuité. Avant la signature, le cadre décrit est celui d'une relation déséquilibrée. Les partenariats sécuritaires et économiques existants sont présentés comme conditionnés, fragmentés et souvent lents à produire des effets visibles. Dans ce contexte, plusieurs États africains expriment publiquement leur frustration face à des mécanismes perçus comme contraignants, tant sur le plan militaire que financier. Cette phase avant sert de toile de fond. Elle installe l'idée qu'un changement était recherché, sinon attendu. L'activation intervient avec l'annonce officielle du pacte. La date et la rapidité sont mises en avant comme éléments clés du récit. En l'espace de 48 heures, des engagements sont décrits comme ayant été enclenchés simultanément. Coopération militaire renforcée, promesses de financements immédiats et ouverture de programmes de transfert technologique. Cette synchronisation constitue le cœur du moment de bascule. Elle suggère que l'accord ne relève pas uniquement d'une déclaration politique, mais d'un dispositif prêt à être exécuté sans délai. Dans cette phase, la figure d'Ibrahim Traoré est régulièrement citée comme l'un des dirigeants assumant publiquement ce choix, renforçant la lisibilité politique du mouvement. Le point culminant du récit se situe dans la description des premières actions concrètes. Les livraisons de matériel de défense, les annonces de formation à grande échelle et les transferts financiers spectaculaires sont présentés comme autant de preuves tangibles. Ces éléments sont mobilisés pour construire une narration de crédibilité. Le pacte ne serait pas un projet abstrait, mais une mécanique déjà en mouvement. Cette mise en scène du tout en même temps amplifie l'effet de rupture et alimente l'idée d'un nouveau rapport de force. Viennent ensuite les premières répercussions, autrement dit, les ondes de choc politique et symbolique. À l'intérieur du continent, l'accord est décrit comme un catalyseur d'unité et de confiance retrouvée. À l'extérieur, il est présenté comme un signal adressé aux partenaires traditionnels, indiquant que l'Afrique dispose désormais d'options alternatives. Les réactions occidentales, bien que peu détaillées, sont évoquées comme prudentes, voire déstabilisées par la rapidité du mouvement. Cette séquence chronologique fonctionne comme un enchaînement maîtrisé. Un avant insatisfaisant, une activation spectaculaire, puis des ondes de choc politiques et symboliques. Toutefois, elle repose encore largement sur des annonces et des intentions. Le passage du temps sera décisif pour déterminer si ces événements marquent une transformation durable ou seulement un moment de forte intensité narrative. L'argumentation chiffrée constitue l'un des piliers du récit.
car elle vise à transformer une annonce politique en démonstration mesurable. Le premier élément mis en avant concerne le volet sécuritaire. Des systèmes de défense aérienne de type S-400 à Nairobi sont décrits comme ayant été livrés à plusieurs capitales africaines peu après la signature. Présentée comme un changement d'échelle, cette information sert de point de comparaison implicite avec les dispositifs antérieurs, souvent jugés insuffisants ou conditionnés. Le passage d'une assistance fragmentée à des capacités lourdes est ainsi posé comme un saut qualitatif. Un second chiffre occupe une place centrale, le transfert financier annoncé par des banques chinoises évalué à environ 18 milliards de dollars et destiné à des structures continentales. Ce montant est utilisé comme indicateur de crédibilité économique. Dans le récit, il ne s'agit pas seulement d'une somme élevée, mais d'un signal de confiance et d'engagement rapide. L'idée est simple. En partant d'un niveau de référence, on met en évidence l'écart attendu. Là où les financements précédents étaient étalés dans le temps et soumis à des critères stricts, ce flux est présenté comme immédiat et directement mobilisable. Un troisième ensemble de données concerne la formation militaire. Le pacte évoque des programmes destinés à des centaines de milliers de soldats africains avec un chiffre avancé dépassant les 800 000 personnels formés ou accompagnés à terme. Là encore, l'objectif n'est pas tant la précision opérationnelle que l'effet d'échelle. Ce volume est utilisé pour suggérer une transformation structurelle des forces armées africaines, passant d'unités dispersées à une capacité coordonnée et renforcée. Pris ensemble, ces chiffres remplissent une fonction narrative précise. Ils servent à matérialiser la promesse de souveraineté par des indicateurs concrets, équipement, financement, effectif. Le récit insiste sur leur quasi-simultanéité, renforçant l'idée d'un mécanisme déjà enclenché plutôt que d'un projet théorique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est régulièrement cité comme l'un des dirigeants qui assument publiquement cette logique de rupture, ce qui contribue à personnaliser des données autrement abstraites. Cependant, une lecture analytique impose de distinguer annonces et effets consolidés. Les montants financiers annoncés ne disent rien à ce stade de leur répartition effective ni de leur impact réel sur les économies locales. De même, la livraison de matériel militaire avancé pose la question de l'intégration, de la maintenance et de la dépendance technologique à long terme. Quant aux chiffres de formation, ils renvoient à des horizons temporels étendus plus qu'à des résultats immédiats. Ainsi, les données chiffrées fonctionnent avant tout comme des leviers de crédibilité politique. Elles construisent un contraste net avec le passé et nourrissent l'idée d'un basculement rapide. Leur véritable portée dépendra toutefois de leur traduction opérationnelle. Le delta promis est clair sur le papier. Sa consolidation dans le temps reste la variable décisive. Une lecture critique du pacte met en avant plusieurs objections sérieuses qu'il convient de formuler clairement. Le premier argument oppose la rapidité affichée à la complexité réelle des transformations annoncées. Selon cette lecture, livrer du matériel, transférer des fonds ou annoncer des formations ne garantit ni une amélioration durable de la sécurité, ni une industrialisation effective. Les précédents internationaux montrent que des accords ambitieux peuvent produire des effets limités lorsque les capacités locales d'absorption, de gouvernance et de coordination sont insuffisantes. Un second argument souligne le risque de dépendance déplacée plutôt que supprimée. En rompant avec des partenariats occidentaux jugés contraignants, les États africains pourraient, selon cette critique, se lier à de nouveaux acteurs dominants. Les transferts de technologie, les financements massifs et l'assistance militaire à grande échelle
peuvent créer des obligations de long terme, notamment en matière de maintenance, de standards techniques ou de choix stratégiques, réduisant in fine la marge d'autonomie revendiquée. Ces objections appellent une réponse fondée sur les éléments du récit lui-même. D'abord, les promoteurs du pacte insistent sur la diversification plutôt que sur le remplacement pur et simple des alliances. L'objectif affiché n'est pas l'isolement, mais l'élargissement du champ des options disponibles. Dans cette logique, la rapidité des annonces est présentée comme un signal politique fort destiné à rompre avec l'inertie perçue du passé, tout en laissant place à des ajustements progressifs. Ensuite, la question de la dépendance est reformulée autour de la notion de choix souverain. Les accords sont décrits comme reposant sur des intérêts convergents et non sur des conditionnalités idéologiques explicites. La mise en avant de dirigeants comme Ibrahim Traoré sert ici à incarner cette posture, celle d'États affirmant leur capacité à accepter ou refuser des partenariats selon leurs priorités déclarées. Enfin, le récit reconnaît implicitement que le succès du pacte dépendra de facteurs internes, gouvernance, stabilité politique et capacité institutionnelle restent déterminantes. Le pacte est donc présenté moins comme une garantie automatique que comme une opportunité stratégique, dont l'issue dépendra de son appropriation locale. Le cœur du récit évolue ici. Au-delà des partenariats avec la Russie et la Chine, le pacte est présenté comme un mécanisme de réorganisation interne du continent africain lui-même. L'élément décisif mis en avant n'est plus uniquement l'arrivée de ressources extérieures, mais la manière dont ces ressources seraient coordonnées à l'échelle continentale, notamment via des structures communes et des priorités partagées. Cette lecture marque un changement de focal important. À ce stade, l'accent est mis sur l'intégration. Défense, infrastructure et développement industriel sont décrits comme des leviers interconnectés plutôt que comme des politiques isolées. L'objectif affiché est de réduire les fractures entre États en favorisant des projets transnationaux capables de produire des effets de réseau. Chemins de fer, ports, aéroports et zones industrielles sont cités comme exemples d'une logique visant à renforcer les échanges internes autant que les exportations. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré réapparaît comme l'un des porte-voix d'un discours qui dépasse la simple opposition à l'Occident. Il s'agit désormais de construire une capacité collective à peser dans les négociations internationales en parlant d'une voix plus unifiée. Le pacte est ainsi repositionné comme un outil de cohésion stratégique et non seulement comme une alliance de circonstances. Ce point médian modifie la compréhension globale. L'enjeu n'est plus uniquement de choisir de nouveaux partenaires, mais de savoir si cette coordination continentale peut réellement transformer les rapports de force économiques et politiques à long terme. Les effets concrets du pacte sont présentés comme différenciés selon les acteurs concernés, ce qui permet d'en mesurer la portée au-delà des annonces générales. Pour les États, l'enjeu principal réside dans le renforcement de la capacité de décision. Le récit met en avant une marge de manœuvre accrue en matière de sécurité et de diplomatie grâce à la diversification des partenariats et à l'accès à des ressources militaires et financières présentées comme moins conditionnées. Cette situation est décrite comme un levier pour renégocier à terme les relations avec les partenaires traditionnels en s'appuyant sur des alternatives crédibles plutôt que sur une dépendance exclusive. Pour les entreprises, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et des matières premières, le pacte est décrit comme une source d'opportunités nouvelles. Les investissements annoncés dans les chemins de fer, les ports, les aéroports et les zones industrielles sont présentés comme des catalyseurs d'activité. Le récit insiste sur la possibilité de développer des chaînes de valeur locales, plutôt que de se limiter à l'exportation brute de ressources.
Toutefois, ces perspectives restent conditionnées à la stabilité réglementaire et à la capacité des États à structurer des environnements favorables aux investissements de long terme. Du point de vue des populations, les conséquences déjà sont abordées de manière plus indirecte. L'amélioration de la sécurité est présentée comme un préalable à toute transformation sociale, notamment dans des régions confrontées à des conflits persistants. Les projets d'infrastructure sont, quant à eux, associés à des promesses d'emploi, de mobilité accrue et de baisse des coûts de transport. Néanmoins, le récit reconnaît que ces bénéfices ne seront ni immédiats ni uniformément répartis. Les attentes sociales élevées pourraient ainsi se heurter à des délais de mise en œuvre et à des contraintes internes telles que la gouvernance et les inégalités existantes. À l'échelle régionale, enfin, le pacte est décrit comme un facteur potentiel de recomposition des équilibres. Une Afrique plus coordonnée et mieux équipée pourrait peser davantage dans les forums internationaux et dans les négociations commerciales ou sécuritaires. Cette dynamique est toutefois présentée comme ambivalente. D'un côté, elle renforce la capacité collective du continent à défendre ses intérêts. De l'autre, elle peut accentuer les tensions avec des partenaires extérieurs qui perçoivent cette évolution comme une remise en cause de leur influence historique. Dans ce panorama, la figure d'Ibrahim Traoré est de nouveau mobilisée comme symbole d'une posture assumée, mettant en avant la souveraineté et la diversification stratégique. Son rôle, tel qu'il est décrit, sert à incarner des conséquences autrement abstraites, en reliant des choix géopolitiques à des trajectoires nationales concrètes. Ces conséquences, bien que différenciées, partagent un point commun. Elles reposent sur une promesse de transformation progressive plutôt que sur des résultats déjà stabilisés. Le pacte ouvre des possibles pour les États, les entreprises, les populations et la région, mais il expose aussi ses acteurs à de nouvelles contraintes et responsabilités. La question demeure donc ouverte. Ces effets annoncés convergeront-ils vers un bénéfice collectif durable ou révéleront-ils des fractures plus profondes au fil du temps? À court et moyen terme, le récit ouvre la voie à plusieurs trajectoires possibles, sans en privilégier une de manière définitive. Le scénario de base repose sur une mise en œuvre partielle des engagements annoncés. Dans cette hypothèse, les livraisons militaires se poursuivent à un rythme modéré, certains financements sont effectivement mobilisés et des projets d'infrastructure entrent en phase préparatoire. Les effets sont réels mais graduels. Les États gagnent en marge de négociation sans que l'équilibre régional soit profondément bouleversé. Le pacte fonctionne alors comme un levier d'ajustement plutôt que comme une rupture totale. Le scénario optimiste suppose une coordination efficace et durable entre les pays signataires. Les mécanismes continentaux évoqués deviennent opérationnels. Les investissements se traduisent par des chantiers visibles et les capacités sécuritaires renforcées contribuent à une stabilisation progressive de certaines zones sensibles. Dans ce cadre, l'Afrique apparaît comme un acteur plus cohérent sur la scène internationale, capable de peser collectivement dans les discussions économiques et diplomatiques. La diversification des partenariats réduit la vulnérabilité à des pressions extérieures uniques tout en renforçant la crédibilité des choix souverains affichés. À l'inverse, le scénario défavorable met en lumière les risques évoqués par les critiques. Des retards dans les financements, des difficultés de gouvernance ou des tensions internes entre États signataires pourraient fragiliser la dynamique. Les dépendances technologiques et financières pourraient s'accroître sans produire les bénéfices attendus en termes de développement local. Dans cette configuration, le pacte resterait surtout un symbole politique, dont l'impact réel serait limité par des contraintes
structurelle persistante. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de juger la séquence à l'aune de ses annonces initiales, l'analyse gagne à se concentrer sur des indicateurs de continuité, capacité à maintenir les engagements, transparence dans la gestion des ressources et articulation entre ambition continentale et réalité nationale. C'est dans cet espace, entre promesses et mise en œuvre, que se jouera la trajectoire réelle du pacte dans les mois à venir. À ce stade, l'analyse se rapproche des répercussions concrètes pour les publics directement ou indirectement concernés par cette dynamique. Pour les citoyens des pays signataires, l'enjeu principal tient à l'écart entre attente et temporalité. Le récit officiel associe le pacte à des promesses de sécurité renforcées, d'emploi liés aux infrastructures et d'amélioration des conditions de vie. Or, ces bénéfices supposent des délais longs alors même que les attentes sociales sont souvent immédiates. Cette tension peut devenir un facteur de pression politique interne si les résultats tardent à se matérialiser. Pour les acteurs économiques locaux, notamment les petites et moyennes entreprises, le pacte est présenté comme une opportunité indirecte. Les projets d'infrastructure et d'industrialisation pourraient les créer des débouchés, à condition que les chaînes de sous-traitance locales soient intégrées dès la conception. Sans cela, le risque est que les retombées restent concentrées autour de grands groupes et d'acteurs extérieurs, limitant l'effet d'entraînement sur les économies nationales. Les diasporas africaines constituent un autre public souvent implicite dans ce type de discours. Une Afrique perçue comme plus souveraine et plus stable pourrait renforcer les flux d'investissement, de compétences et de retours temporaires. Toutefois, cette dynamique dépendra largement de la crédibilité institutionnelle et de la sécurité juridique offerte au-delà des annonces géopolitiques. Enfin, pour les observateurs internationaux, le pacte modifie la grille de lecture. Il invite à considérer l'Afrique non plus seulement comme un espace d'influence disputé, mais comme un ensemble d'acteurs capables d'initiatives collectives. Cette perception peut influencer les politiques étrangères, les stratégies d'investissement et les cadres de coopération proposés par d'autres blocs. Ainsi, pour ces différents publics, l'impact du pacte se joue moins dans l'événement lui-même que dans sa traduction quotidienne. Ce sont les effets visibles, progressifs et concrets qui détermineront si la promesse se transforme en réalité partagée ou reste un horizon incertain. La question centrale devient alors opérationnelle. Comment transformer une annonce géopolitique en trajectoire durable? Le récit esquisse une feuille de route en plusieurs étapes, présentée comme progressive plutôt que instantanée. La première concerne la priorisation. Les États signataires sont décrits comme devant identifier des secteurs clés où l'impact peut être mesuré rapidement, notamment la sécurité, les infrastructures critiques et certaines filières industrielles. Cette étape vise à éviter la dispersion des ressources et à produire des résultats visibles capables de maintenir l'adhésion politique et sociale. La deuxième étape porte sur la coordination institutionnelle. Les mécanismes continentaux évoqués dans le pacte supposent un état dans des structures capables d'arbitrer, de planifier et de suivre les projets. Sans cette coordination, les engagements risquent de rester fragmentés et inégaux. Le récit insiste sur la nécessité de règles communes, de calendriers partagés et d'indicateurs de suivi clairs afin de distinguer les promesses tenues des intentions non réalisées. La troisième étape concerne la maîtrise des partenariats. Les accords avec la Russie et la Chine sont présentés comme des outils, non comme des finalités. La capacité des États africains à négocier, ajuster ou renégocier ces partenariats conditionnera leur autonomie réelle. Dans ce cadre, des dirigeants mis en avant comme Ibrahim Traoré sont cités pour illustrer une posture de fermeté.
visant à inscrire ces coopérations dans des objectifs nationaux et continentaux clairement définis. Enfin, la feuille de route souligne l'importance de la redevabilité interne. Gouvernance, transparence et gestion des attentes sociales apparaissent comme des variables décisives. Sans amélioration perceptible dans ces domaines, les bénéfices du pacte pourraient être captés par des cercles restreints, alimentant frustration et contestation. Ainsi, la réussite du pacte ne dépend pas uniquement de ses partenaires extérieurs, mais surtout de la capacité des acteurs africains à structurer, contrôler et orienter cette dynamique dans le temps. Le récit revient ici au point de départ, à ce moment présenté comme une bascule rapide, presque condensée dans le temps. Ce rappel n'est pas anodin. Il sert à mesurer la distance entre l'intensité des premières annonces et la complexité du chemin à parcourir. Ce qui était décrit comme un événement en 48 heures s'inscrit désormais dans une temporalité longue, faite de choix successifs, d'arbitrage et de compromis. La figure d'Ibrahim Traoré, déjà mobilisée comme repère symbolique, revient dans cette conclusion comme un fil conducteur. Elle incarne moins une certitude qu'une intention politique, celle d'un leadership qui revendique la capacité de décider autrement, même au prix de zones d'incertitude. Ce rappel renvoie à une idée centrale du récit. La souveraineté n'est pas un état figé, mais un processus qui se construit dans la durée. L'émotion évoquée n'est donc pas celle de la victoire immédiate, mais celle d'une attente. Attente de résultats concrets, de transformations visibles et de preuves que les promesses peuvent survivre à l'épreuve du temps. Le pacte apparaît alors comme un miroir des ambitions africaines contemporaines, oscillant entre espoir de renouveau et conscience aiguë des obstacles. La phrase clé qui s'impose est simple: ce qui a été lancé rapidement devra être consolidé patiemment. C'est dans cette tension entre l'élan initial et la persévérance nécessaire que se jouera la signification réelle de ce tournant. Au terme de cette analyse, le pacte apparaît moins comme une réponse définitive que comme un point de départ. Il cristallise des aspirations largement partagées sur le continent: être reconnu comme partenaire à part entière, disposer d'options stratégiques réelles et réduire les asymétries héritées du passé. Mais il met aussi en lumière une responsabilité accrue. Plus l'autonomie revendiquée est grande, plus l'exigence de cohérence, de transparence et de résultats concrets devient centrale. Pour les sociétés africaines, l'enjeu dépasse la seule géopolitique. Il touche à la capacité collective de transformer des alliances internationales en bénéfices tangibles, perceptibles dans la vie quotidienne. Pour les partenaires extérieurs, traditionnels ou nouveaux, cette dynamique invite à repenser les cadres de coopération en tenant compte d'acteurs africains plus affirmés et plus exigeants. Ce moment soulève ainsi une interrogation ouverte qui dépasse les clivages habituels. Comment mesurer dans les années à venir si cette séquence marque une consolidation durable de la souveraineté ou une reconfiguration temporaire des dépendances? La réponse ne viendra pas d'un discours ou d'une signature, mais de l'accumulation de décisions, de résultats et d'ajustements successifs. La question reste posée: quels indicateurs concrets permettront de juger, au-delà des récits, si ce tournant a réellement changé la trajectoire du continent?